Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit comme invité vedette aujourd'hui le docteur Fridolin Nké. Bonjour. Bonjour Romaric, Bienvenue, bonjour docteur. à tous les millions de téléspectateurs, je dis les Merci beaucoup. internautes et tout le monde Merci. qui pourrait me regarder. Je dis bonjour à tout le monde et je suis content de vous retrouver. Merci infiniment. Alors, il paraît, docteur Fridolin Nké, que vous êtes une tête très dure. Qu'est-ce qui se passe avec vous en réalité? On a des professeurs d'université au Cameroun qui s'érigent contre vous, qui ne sont pas très d'accord avec votre méthode, votre manière de faire. On a encore en mémoire le dernier scénario qui s'est passé sur le plateau de Canal de International. Qu'est-ce qui se passe entre vous et ces docteurs, et ces professeurs en réalité? Ah bah, c'est moi qui m'insurge contre leur façon de faire, contre leur façon d'être. En réalité, ce qui s'est passé dimanche, c'est scandaleux. Ça donne vraiment l'esprit de ce que nous vivons à l'université. Notre université est vraiment en lambeaux. Monsieur Aboya Manassé m'a calomnié publiquement, m'a diffamé. Le professeur Manassé. Monsieur Manassé m'a vraiment diffamé publiquement. Pourquoi vous ne mettez pas professeur? Non, parce qu'en réalité, il ne mérite pas ce titre-là. Parce que nous, la respectabilité au niveau universitaire est adossée à un comportement. Mais pourquoi vous pensez qu'il ne mérite pas le titre? Non, je refuse de l'appeler ainsi. Parce que ce qu'il a fait, il m'a diffamé dans le monde entier. Avec une bassesse, avec une légèreté qui m'indispose. Mais écoutez, il dit par exemple, il a dit dans le passage que nous avons vu sur Canal 2 International qu'il a reçu un message d'une jeune dame qui dit que visiblement vous la harcelez sexuellement. Est-ce que vous reconnaissez ce type de fait? Est-ce que vous reconnaissez harceler les femmes sur les réseaux sociaux ou en dehors? Dans tous les cas, j'ai décidé, et je peux le dire en exclusivité ici, j'ai décidé de porter plainte au niveau des tribunaux. Mon huissier est en train de faire le nécessaire et mon avocat et mes conseils ont été réunis hier avec mes autres conseillers pour les suites à donner à cette affaire. Donc pour le moment, je ne vais pas en parler davantage. Mais alors l'histoire, vous allez poursuivre le procès il sera poursuivi en justice pour ces dénonciations calomnieuses. Bon, cela dit, je ne veux même pas m'étaler dessus parce que je dois répondre à la question que vous avez posée. C'est-à-dire pourquoi on arrive. Bon, il arrivait que quand je suis recruté en 2015 comme enseignant à l'université Yaoundé 1, au département de philosophie, j'ai eu des différends avec mon chef de département qui voulait absolument que je rentre dans des combats de fractions. Et les fractions, il y avait d'un côté le professeur Kémonier qui est au ministère et lui qui est de la Liké. Il disait effectivement il faut que je rejoigne les gens de la fraternité de la Liké pour aller combattre l'autre. Moi, j'ai décidé que toute l'école que j'ai faite là, ce n'est pas pour venir maintenant rentrer dans des conflits de ce genre-là. Les conflits d'intérêts, les conflits tribaux. Donc, ça a causé un grand étonnement de leur part. Que comment je n'ose pas rentrer dans les rangs. Alors, pour leur guerre, je ne sais pas quoi. Alors, il est arrivé que quelques temps après, il a décidé qu'il va me faire chasser de l'université. Il vous l'a dit clairement? Il me l'a dit clairement. Et bon, moi, j'ai donc dû mobiliser le professeur Mononjana, le professeur Mbele, monsieur le professeur Mbele, qui est son ami, pour qu'il essaie un peu de parlementer, pour qu'il essaie de voir. Il a refusé catégoriquement. 2 jours après, je recevais du professeur Pondi la notification que j'étais traduit au conseil de discipline. Alors que, bien avant, quand c'est arrivé, j'avais dit que le recteur qui avait été informé par une personne autorisée, avait décidé qu'on laisse tomber, qu'il savait bien que c'était de la calomnie. Mais malheureusement, ils ont tenu compte de ça et j'ai été traduit au conseil de discipline. Il faut révéler que la fille n'a jamais été mon étudiante. Elle s'appelle Ngo Agbe, Elisabeth. Elle a été une copine. Et il s'agit de quelle fille? La fille dont on parle là, que j'avais harcelée à l'université. Ça n'a rien à voir avec ce que le professeur... envoyé le message au professeur Manassé? Non, ça n'a rien à voir. Moi, je ne sais pas d'où ils viennent. Je vous dis que je n'en parle pas parce que c'est totalement écœurant. Donc, au niveau de Aboya, c'est juste la rengaine au niveau de l'université, du ministère des Affaires, du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils n'ont jamais compris, ils n'ont jamais toléré, ils n'ont jamais accepté que la Cour suprême ait décidé de me donner raison. C'est là le problème. Donc, tous les manigances qu'ils font là, ces inepties, ces choses puériles qu'ils sont en train de mettre en branle, ça n'a aucun rapport avec la réalité. La réalité, c'est celle dont je vous parle là. C'est-à-dire que ma copine, on l'a manipulée parce que c'est le professeur Aïssi Lucien, qui était son directeur à l'école normale, qui lui a donc dit, et elle m'avait appelé la veille pour me dire que non, lui, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je dis donc, voilà, pour aller vite en besoin, j'ai donc dit que je ne peux pas laisser tomber. Donc on a violé même surtout tous mes droits lorsqu'on me jugeait. Parce qu'on l'a amené, on a refusé que le professeur Mononjana vienne, qui connaissait un peu ma moralité, qui vienne au moins, ne serait-ce que dire un mot.
on l'a refoulé. Et en fait, le rectorat, le professeur Soso et toute la bande qui était là en ce moment, ils ont refusé catégoriquement d'accepter que le professeur Mono accepte. Alors, on s'est retrouvé au tribunal administratif. J'ai porté l'affaire au tribunal administratif, j'ai eu gain de cause. Et j'ai écrit au ministre Famen Ndongo, il a refusé. Il m'a écrit en retour pour me dire que lui va se pourvoir en cause, à la Cour suprême. Oui. Et bien évidemment, je n'avais pas de choix. Je suis allé à la Cour suprême et j'ai eu gain de cause. La Cour suprême m'a donné raison. Oui. À la Cour suprême, oui. gain de cause. C'est pourquoi c'est scandaleux. Quand je vois un professeur, je vous dis, je ne peux pas l'appeler professeur parce que j'ai un immense respect pour certains professeurs qui ne peuvent pas se retrouver à faire certaines choses. C'est enlever tout le prestige de ce grade, tout le prestige de ce titre. Donc, et on a eu gain de cause. Le plus grave, c'est que malgré la règle de la Cour suprême, Romari, ils ont refusé d'appliquer. Complètement parce que ils ont dit qu'ils n'appliquent pas de décision de justice. Parce qu'il y a un théoricien là-bas, un pseudo-théoricien, un pseudo-philosophe, un pseudo-juriste, un pseudo-intellectuel. C'est-à-dire que les universitaires réactionnaires, là, il s'appelle Abane Ngolo, Patrick, qui a dit qu'il est en train de systématiser la non-pratique des décisions de justice au Cameroun. Il est en train de faire une thèse doctorale avec son étudiant sur cette question-là. Donc, du coup, logiquement, il pensait que... Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils n'appliquent pas. Ils ont décidé comme ça. Donc, maintenant, vous pouvez comprendre... Ils ne sont pas la justice. Non, si les universités décident comme ça, ça veut dire qu'en fait, ils se disent que le pays leur appartient. C'est ça l'implicite de cette démarche. Alors, pour aller dans le... J'ai dû utiliser les méthodes villageoises pour entrer dans mon bureau. Puisque j'avais scellé mon bureau pendant tout ce temps. Quelle méthode, par exemple? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ce qu'il ne fallait pas peut-être faire, mais je ne veux pas peut-être rentrer dans les détails. Mais j'ai dû utiliser certaines méthodes pour entrer dans mon bureau. Parce que tu as un arrêt de la Cour suprême. Tu as toute la légalité. Mais les gens refusent obstinément d'appliquer. Ben, il a fallu utiliser le marteau. Le marteau? C'est ça la vie. Si vous vous retrouvez dans un état de non... Si vous vous retrouvez dans une situation de non-droit, et vous savez ce qui arrive? Non. C'est ce qui arrive actuellement. Les gens vous disent que nous sommes dans le Léviathan. C'est-à-dire que Ronan Guinée dit que non, c'est l'État, le Léviathan, c'est l'État westphalien. C'est-à-dire qu'on doit tuer tout le monde. Donc on est dans l'état de nature. Ils n'interprètent pas la pensée en fonction du contexte, en fonction des principes qui gouvernent la réflexion de l'auteur, du penseur qui a écrit ça. Alors, ils sont dans l'état de systématiser leur volonté de puissance. Et dans ces conditions-là, il faut se défendre. Et à la fin, lorsque j'ai porté l'affaire au pénal, c'est là où ça s'est résolu. J'ai décidé de porter plainte contre M. Famen Ndongo, contre Alamine Soumane, qui avait coupé mon argent illégalement, contre Aurélien Soso, contre Aïssi Lucien, contre toute la bande de Abane Ngolo. Donc, on s'est retrouvé comme ça dans une situation où, après moult situations, j'ai fait une citation directe qui est passée. Et c'est à la suite de ça que le professeur Jacques Famen m'écrit pour m'autoriser. Donc, en fait, c'est lui qui croit m'avoir autorisé. Moi, j'étais déjà installé dans mon bureau. Ah, vous étiez déjà installé. Vous n'avez pas eu besoin d'autorisation du ministre. C'est l'État. L'État, c'est le peuple. Le peuple, c'est la justice. La justice parle au nom du peuple. Dans mon arrêt de la Cour suprême, j'ai lu là, le peuple camerounais décide que je n'ai pas besoin d'un autre chef que le peuple camerounais, qui me paye d'ailleurs. D'accord. Et aujourd'hui, vous allez porter plainte au professeur Manassé. Aboya, vous l'avez dit dans cette C'est en cours, ce sera fait. Mais est-ce que vous ne pouvez pas passer sur cet incident? Non, c'est très grave ce qu'il a fait. Et c'est ça que je dénonce dans les universités. Ce sont des gens qui tuent l'université, qui tuent les jeunes. Comment? C'est-à-dire, lorsque tu es à une certaine posture, tu es capable d'impulser les dynamiques ou bien de retenir les énergies. C'est ça qu'ils font. Ils ne pensent pas améliorer l'esprit de la recherche, l'esprit de la culture du mérite. Mais quel était l'esprit derrière ce que faisait le professeur Manassé sur le plateau? C'était quoi l'idée? Je ne sais pas, moi je ne peux pas savoir, c'est juste une bêtise. Est-ce que vous avez un problème particulier? Je ne l'avais jamais rencontré. Justement, c'est qu'ils sont dans une démarche où ils veulent tuer toutes les velléités de lucidité. On doit rester la tête regardant la terre. Parce que c'est eux qui sont aux commandes. Et ils croient qu'ils confondent le pouvoir souverain du peuple, qui leur prête un petit brin de puissance, et ils oublient la fonction
de gouvernance qui leur incombe. C'est-à-dire amener les jeunes à émerger. Leur problème dans tout le système qui est mis en place, ce n'est même pas un système en tant que tel. Quand on dit le système, je dois dire que ce n'est pas ça. Oui. Parce que ce qui est en place, ce qui se fait là, les gens qui gouvernent là, ce n'est pas le BIA en fait. C'est une mafia para-étatique qui s'autorise à faire n'importe quoi, à manipuler les victimes, à faire n'importe quoi. Voilà le problème de fond. Ce qu'ils sont en train de faire au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Et vous savez, c'est tellement grave. Vous ne mesurez pas la gravité de cela. L'université, c'est l'esprit qui pense un pays. Et quand on voit les universitaires agir comme ça, on ne peut pas les laisser continuer. Il faut sévir. Il faut sévir. Et je vais sévir. Il va lire l'heure sur mon visage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire l'heure sur mon visage. D'accord. Alors, vous parlez beaucoup d'universitaires. Vous parlez beaucoup d'universitaires camerounais, les intellectuels camerounais. Alors, comment vous les trouvez sur le plan de la formation? Est-ce que les intellectuels camerounais sont suffisamment capés pour aborder certains sujets avec beaucoup d'épaisseur? Ou alors, la plupart des intellectuels camerounais, on doit les classer dans le rang des petits mangeurs, généralement, comme on a l'habitude de dire. Vous, quelle est la perception que vous avez des universitaires camerounais, y compris vous également? Bien sûr, il y a beaucoup de génies parmi nous. Il y a beaucoup de génies. On a un gros problème de gouvernement de l'université. Vous savez, la loi de 2011 qui régit un peu l'esprit de l'enseignement nous donne pour mission de créer des connaissances qui vont servir au progrès. Et c'est curieux, regardez bien ce que je vais dire, au progrès, au développement économique du pays et de l'humanité. C'est-à-dire que le pays, le Cameroun reconnaît que ces universités, ces penseurs doivent rayonner au plan international. Oui. Et on a les compétences pour le faire. Et je vais vous dire, on a tellement de gens qui se battent là pour que ça marche un peu. Mais il y a toute une clique de gens qui sont attachés aux prébendes que produisent les positionnements. L'université, on l'a vu ailleurs, on l'a vu même ici dans les pays environnants, on est passé, et beaucoup de ces responsables sont passés par ces universités. Oui. Au Canada, en Belgique, en France, en Allemagne, où je suis passé, mais j'ai vu comment ça fonctionne. Ce n'est pas le miracle. Il suffit d'avoir la volonté d'impulser quelque chose de neuf. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit organiser notre cadre de travail. Oui. On doit revoir les curricula. C'est-à-dire que tous les parcours, on doit les mettre en accord avec les principes du système LMD. Oui. C'est-à-dire que l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que la capacité de l'étudiant d'être non seulement en contact en présentiel avec ses enseignants, mais d'avoir la capacité d'aller se ressourcer sur ce qui se fait à l'extérieur. Oui. C'est pourquoi... Et vous avez l'impression que chez nous, ce n'est pas le cas? Ce n'est pas juste une impression. C'est parce que les dirigeants de l'université font au Cameroun? Ce n'est pas juste une impression. C'est que les gens sont en train de saboter l'université. Parce que c'est une stratégie, c'est pour contrôler la pensée. C'est simplement cela. Quand on voit ce qui s'est passé avec les ordinateurs, avec le professeur Jacques Famendongo, c'est un scandale, c'est une bêtise, c'est plus que une ignominie. C'est-à-dire qu'on voit un type qui est supposé comprendre comment fonctionne une université, qui est supposé comprendre l'importance d'une pensée, qui est en train de torpiller un processus qui était bien enclenché, qui avait été conçu par le président de la République. Et c'était très lumineux comme pensée. Oui. C'est-à-dire que faire en sorte que les choses, on articule vraiment la formation de nos étudiants avec les réquisitions du monde actuel. Parce qu'il ne suffit pas de former les gens. Il suffit de voir que il y a tout un ensemble de choses dont il faut tenir compte. Ouais. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on enseigne? À quelle fin? Destiné à quel public? À quelle entreprise? Parce qu'il y a les emplois qui finissent. Mais on continue de former dans les mêmes secteurs. Il faut repenser l'université en totalité. D'accord. Je propose qu'on marque une pause. Dans quelques instants, nous allons parler avec vous de l'objet d'un duel éventuel que vous demandez avec le professeur Mathias Eriko Oudangidi, mais aussi de vos
position vis-à-vis du MRC et aussi votre lecture sur l'actualité africaine et camerounaise en ce moment. A tout de suite. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de notre entretien, toujours avec notre invité, le docteur Fridolin Nké, qui est docteur en philosophie. Alors, ça fait plusieurs semaines, voire même des mois, que vous réclamez un duel avec le professeur Mathias Eriko Onangini sur un plateau de télévision. C'est quoi l'objet d'un pareil duel? Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Fridolin? En fait, c'est lui qui a commencé à déroger à la règle. La règle, c'est que quand les universitaires ont différent, ça doit être davantage fixé, centré sur la question des idées. Et les idées, on ne s'entend pas à ce niveau. Monsieur Onangini, le différent est parti du fait que Achille Mbembe a écrit un texte pour dire qu'il faut qu'on se retrouve, qu'on pense ensemble, pour qu'on puisse mettre un terme à la guerre. Jacques Famen-Ndongo et Onangini ont répondu avec beaucoup de verve, avec beaucoup de condescendance, en disant que, oui, effectivement, il faut qu'on continue la guerre. Ce qui m'oppose à Onangini, c'est donc la question de la guerre. Mais malheureusement, il a trouvé le moyen de ramener toujours cette rengaine du harcèlement sexuel, de la vente de notes. En fait, les mêmes choses pour m'attaquer. C'est-à-dire qu'il sort complètement du débat et pour m'attaquer. Et c'est lui qui avait lancé le débat. Il veut m'affronter. Oui. C'est lui. Maintenant, il fuit. Onangini fuit le débat. Il dit que maintenant, non, il ne peut plus discuter avec moi, je suis fou. Mais c'est ça dans le problème. Le problème, c'est sa folie qui le dérange. On ne peut pas comprendre qu'un universitaire de son rang, un politologue, aille dans sa vieille bibliothèque, il sorte une idée, la théorie westphalienne, non, en fait, la théorie politique, le jacobinisme, l'État est souverain, etc. Il mobilise un ensemble de choses pour dire en fait qu'on doit faire la guerre pendant 50 ans. Il veut me dire que moi, je vais faire la guerre pendant 50 ans. Alors tout le monde, le bon sens nous indique qu'on doit faire la paix. Il ne peut y avoir que des possibilités de paix. Ça veut dire qu'en réalité, Franck Biya, Brenda, tout le monde va faire la guerre. Si moi je dois aller accepter que mes enfants fassent la guerre pendant 50 ans, Onangini, ses enfants doivent venir faire la guerre. Cette expression vous a choqué? Je suis plus que choqué. Monsieur, vous avez vu ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest? Si. À cause de deux choses. La malgouvernance et l'incompétence, l'inculture même des gens comme Onangini. Il dit qu'il est politologue, mais il utilise une vieille marmite pour dire que non, c'est le machin. Est-ce que vous pensez qu'il n'a jamais été dans le nord-ouest ou le sud-ouest pour toucher les réalités du droit avant de parler comme il le fait? En réalité, ils ne sont pas préoccupés par cela. Je vous dis en réalité. Qu'est-ce qui les préoccupe d'après? Ce qui les préoccupe, c'est bouffer le pétrole. Bouffer. Au sens propre, c'est-à-dire bouffer. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas vous donner l'occasion même de vous rincer les yeux. Ils veulent bouffer. Bouffer. C'est-à-dire que les gens, ils ont une cupidité malsaine. Et cette cupidité est adossée à une idéologie perverse. Je vous dis ce qui se passe. Oui. Clausewitz avait dit que la guerre, c'est la perpétuation de la continuation de la politique par d'autres moyens. Oui. Et c'est ce qui se passe. La politique qui est en place au nord et au sud-ouest, c'est la politique de la francisation de cette région. Et ce qui se passe, c'est que... Donc, il faut rendre tous les anglophones francophones. On doit franciser ces gens. Pourquoi? Parce que il faut neutraliser cette culture qui vient comme un cheveu dans la soupe. Qui n'est pas commode aux francophones. Oui, parce que l'esprit... de la revendication... L'esprit, ce n'est pas des populations du nord et du sud-ouest. Ce n'est pas seulement la revendication. C'est un principe élémentaire. C'est-à-dire que quand on est un homme, on ne se laisse pas gouverner par autrui. On gouverne soi-même. Et ce qui se passe donc là, c'est que ces gars-là ont une certaine culture. Une sorte de culture communautaire, une sorte de communautarisme qui fait qu'en réalité, ils ont été habitués comme ça à s'auto-gérer. Oui. Et les gens viennent là, avec des armes et tout ça, ils veulent imposer un diktat. La culture de l'indirect rule veut que les gens soient eux-mêmes en gestion de leur propre destin. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de confiance
entre les deux parties. Oui. La confiance est rompue. Parce que quand vous brûlez tout, faites machin, au départ, on pouvait régler le problème. Maintenant, on est dans une situation où les gens sont toujours en train de faire en sorte que la guerre continue. Là, avec la guerre qui continue, c'est très cynique ce qui se passe. C'est que la guerre qui se poursuit là, en même temps, on élimine une bonne partie des populations, les mâles surtout. On les élimine. En même temps, les gens sont obligés de quitter ces régions-là. Oui. Ils reviennent donc chez nous, se franciser eux-mêmes. On ne les force même plus. Vous voyez le problème? Donc du coup, ce ne sera plus difficile après. Donc il faut laisser un petit temps, un bon petit temps pour que... Et d'ailleurs, quand les enfants là, vont rentrer chez eux, ce ne sera plus les mêmes. Ils vont rentrer mais en conflit avec leurs propres parents. Parce qu'ils auront une autre idée et ils vont croire à ce qu'on va leur dire. Donc c'est plus grave ce qui se passe. On ne veut pas la différence. C'est toujours l'hyper-centralisation qui veut avoir toujours cet tentacule développé. Oui, avant de continuer, vous avez, par exemple, dit que vous ne comprenez pas le fait que le professeur Mathias Eriko Nanguini se retrouve immédiatement cadre à l'université. On n'avait jamais vu cela. Non, en réalité, ça montre qu'effectivement, c'est le fils à papa qui a finalement retrouvé le fils prodigue. C'est-à-dire qu'il a retrouvé la maison de papa. N'avait-il pas des qualités ou des compétences à être à ce poste aujourd'hui? Ma question même n'est pas là. Ma question n'est pas là. C'est-à-dire qu'on peut le nommer, même qu'on le nomme même ministre. Moi, je ne veux pas être ministre, je ne veux rien savoir de ça. Je veux que, si vous voulez que les gens soient à l'aise, vous développez l'université. Mon problème, ce n'est pas ces postes. Je peux dire que je ne veux jamais qu'on me nomme. Je ne veux pas ça. Si vous voulez me nommer, faites-moi élire. Ouais, c'est une bonne nomination, ça. Vous élisez les doyens, vous élisez les chefs de département, vous élisez le recteur. Ou du moins, je ne sais pas à quoi sert le Sénat, ou bien c'est juste pour pour ranger les vieux, pour qu'ils ne meurent pas vite. Le Sénat doit servir à quelque chose quand même dans ce pays. Le Sénat, dans d'autres pays, c'est l'instance où on apprécie les gens avant de les nommer à certains postes de valeur, comme le recteur. On ne doit pas le pouvoir discrétionnaire du président de la République, c'est ça qui tue ce pays. C'est-à-dire que quelqu'un vient là parce qu'il a dit qu'on va faire 50 ans de guerre, tu le bombardes, le recteur, et il croit que ça lui donne, c'est une coque impénétrable à la pensée critique comme la mienne. Et je lui fais observer aujourd'hui. Moi, je suis rentré en conflit très ouvert avec Soso, Aurélien Soso, qui est même son patron. Parce que Soso, il a fait quelque chose de grave en me suspendant. Mais l'avantage avec lui, c'est que je ne m'entends pas avec lui. Hein. Ce n'est pas mon ami. Ils ont beau imaginer ce qu'ils imaginent là, des gens manipulent. Moi, je n'ai que faire. Je suis immanipulable, en fait. Et je lui ai dit dans son bureau l'autre jour, il y a de cela un mois, que personne n'est mon ami dans la bande, dans votre bande là. Il faut qu'il comprenne ça parce que. Mais l'avantage avec lui, c'est que il comprend les contradictions qu'anime un philosophe. Il a l'ouverture d'esprit de comprendre cela. Et ça ne veut pas dire qu'on est devenu peut-être amis, mais je sais quand je vais déclencher encore avec lui. S'il m'attaque encore, je vais déclencher avec lui. C'est comme ça. Parce que ce n'est pas normal comment on peut fonctionner comme ça. L'université, c'est les gens où ils doivent avoir l'indépendance d'esprit, l'autonomie, même de penser d'abord. Mais finalement, vous attaquez à tout le monde. Non, mais heureusement, je ne m'attaque pas à vous là. non, du tout. Alors, sortons de... Ce pays doit changer. Ce pays doit changer. Et les gens qui doivent changer en priorité, c'est les universitaires. On ne peut plus laisser que le pays continue comme ça. Et qui ne s'imaginent pas qu'ils vont intimider les gens, qui vont dire les questions de crimes d'État contre les intellectuels, ça va finir avec moi. Avec moi, il sera la barrière. Terminé. C'est fini. D'accord. Vous érigez en fait comme le défenseur des autres intellectuels, c'est ça? Il n'y aura plus de crimes d'État. D'accord. Alors, contre les intellectuels. Parlons un tout petit peu de l'opposition camerounaise aujourd'hui. Vous êtes très intéressé par des questions politiques, notamment vous voir avec des positions très favorables à celles du MRC. Vous soutenez, par exemple, le fait que le président du MRC, Maurice Kamto, ne devrait pas subir ce qu'il subit en ce moment avec tous ses militants et ses sympathisants. Est-ce que vous n'êtes pas, vous aussi, victime non seulement de ce positionnement, mais est-ce que vous croyez aujourd'hui que le régime veut tout faire pour dissoudre le MRC? Bon, la question n'est pas celle-là. La question, c'est toujours la défense des principes. Des principes. On est dans une république, donc il y a des lois. Donc personne n'est au-dessus de la loi. Même Paul Biya n'est pas au-dessus de la loi. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rappelle les choses élémentaires comme ça à ces gens qui s'agitent là beaucoup. Les Onanguini, les familles de Ngogi, qui dans leur esprit. Et je les cite parce que après dans la crise post-électorale, où nous sommes là, parce que le problème de fond de ce pays, c'est qu'on vous fait tout pour que vous oubliez
ce qui s'est passé, d'où est partie l'affaire, pour qu'on reste seulement dans les conséquences. La question de fond, c'est la question des conditions dans lesquelles les élections se font dans ce pays. S'ils sont honnêtes, ils vont comprendre que c'est du banditisme politique, ça n'a rien à voir avec. Ce n'est pas une question de personne, de Kamto lui-même l'a dit, le professeur Kamto a dit que non, moi je ne suis pas né avec une étoile de président sur ma face. Mais il faut défendre les principes. Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage? C'est-à-dire que les gens, parce qu'ils ont dit qu'ils revendiquent, on les arrête tous, parce qu'ils marchent, on les arrête tous, on les met en Konengi pendant, et on casse des destins comme ça, on casse des vies des gens comme ça. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est répétitif, c'est déjà la norme de gouvernement. C'est ça gouverner. C'est la question que je me pose quand je dis, vous arrêtez Kamto, vous dites que c'est parce que c'est l'État westphalien, il ne doit pas faire n'importe quoi. À quoi sert donc la proposition? En fait, il y a une stratégie pour neutraliser toutes les oppositions. Bon, Kamto, c'est parce qu'il est un peu plus il a des convictions un peu plus assurées. On veut polir l'opposition et la rendre la plus inefficace possible. Le binôme gouvernement-opposition pour créer la prospérité n'existe pas. C'est-à-dire qu'on veut choisir leurs propres gens. Et permettez-moi de dire un petit truc là-dessus. Oui. Sur nos opposants. Allons-y. J'ai marché avec quelques-uns. Et vous allez vous rendre compte que ces gens-là, c'est des farceurs. Et vous allez vous rendre compte que les gens sont dans l'opposition, supposément. Mais quelqu'un va te dire que bon, quand tu passes sur le terrain là, si quelqu'un te dérange, tu me dis, je vais appeler à Tanganji. Et tu te dis, mais ça, je marche avec un opposant. Et moi, quand je sors d'une telle expérience, tu vas me dire de repartir encore avec les mêmes gens. Mais est-ce qu'être opposant veut dire qu'on ne connaît pas quelqu'un dans l'origine? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens rentrent par derrière, ils négocient les choses. Je ne veux pas aller plus loin. Mais j'étais candidat aux élections municipales. D'accord. Et je devais aller avec certaines personnes. Avec quel parti politique? Et j'ai été avec le PURS de Matumba au départ. Et avant ça, avant d'aller sur le terrain, j'ai dû discuter avec Cabral pendant quelques temps. Et je ne veux pas rentrer dans certains détails, mais je vais vous dire que ceux qui sont célébrés comme les opposants là, je ne pense pas qu'ils fassent vraiment de l'opposition. Ils sont quoi? Les opposants de l'opposition? Je crois qu'ils sont en train de chercher ce qu'ils veulent, mais ça ne cherche pas le progrès du pays. Ils ne sont pas des opposants en réalité. Donc, ce n'est pas moi qui détermine qui est opposant ou pas, mais de mon expérience, des discussions que j'ai eues avec eux, des choses que j'ai vu faire dans le cadre de ma dernière expérience municipale, où les gens, je vais vous dire quelque chose. Oui. Dans ce pays, lorsqu'il y a élection, c'est supposé opposant. Ils négocient des trucs. Tu ne poses pas ta candidature ici, parce qu'ici c'est mon fief. Donc je suis prêt à négocier. Je peux donner les exemples de ce que je dis là, mais je ne le dirai pas ici. Mais j'ai vécu ça au Bala, avec un de ces leaders dont on parle beaucoup, qui supposément serait de l'opposition. Et ça ne vous a pas frustré? Ça m'a plus que frustré. J'ai été dégoûté. Et eux, par contre, le système aime quand je dis système, la mafia para-étatique qui orchestre ces crimes-là dans le nord et le sud, en fait, qui gère ce pays-là. Ils aiment bien les gens comme ça. Des gens un peu double face, des gens un peu tout mielleux, attractifs d'apparence, mais foncièrement dépouillés de convictions. D'aucuns disent que pour la première fois, le président Biya face en lui un vrai opposant qu'est Maurice Kamto. Parce qu'idéologiquement, il semble avoir les moyens de son opposition, bien qu'il soit combattu par un certain nombre de personnes. Est-ce que vous partagez cette idée? Moi, je pense que Maurice Kamto est celui qui peut faire en sorte que même les idées de Paul Biya évoluent bien. Comment ça? C'est-à-dire que je vous dis, quand je vois, je n'ai pas d'affinité quelconque avec les gens du MRC. Oui. Les gens sont surpris, les gens se disent peut-être que la cam talibanie, les gros mots de machin, les gens s'imaginent même que je suis en contact avec quelques gens. Non, je suis un esprit libre qui analyse froidement les situations. Quand je vois les idées du professeur Kamto, quand je vois la posture qu'il a, je crois que le président Biya ferait même mieux de travailler avec des gens comme celui-là. Ou du moins, pour dire que il a l'étoffe pour faire des choses dans ce pays. Il a l'étoffe. Par rapport à ces gens qui s'agitent là, qui n'ont aucun contenu, qui n'ont pas de référence vraiment qui puissent convaincre au sens propre du terme. Malheureusement, nous allons sortir de cet entretien. Le temps nous est totalement imparti. Mais je voudrais qu'on sorte quand même par un dernier élément essentiel. Bientôt, il y a les élections régionales qui vont se tenir le 6 décembre prochain.
Est-ce que vous pensez qu'il est urgent d'organiser ces élections maintenant? Ils vont le faire parce qu'ils ils sont dans une logique, une fuite en avant. C'est tellement grossier qu'ils sont en train de faire que vous voyez ce qu'ils sont en train d'organiser. C'est-à-dire qu'ils mettent tous les vieillards là, qui étaient sous-préfets, qui préfets, qui étaient gouverneurs. En fait, ils ne comprennent même rien. C'est-à-dire qu'ils sont là même, ils sont déjà là juste en train de manger. En fait, je crois qu'ils sont en train de ruminer même. Parce qu'ils ne mangent même plus, ils ont déjà trop bouffé. Ils sont en train de ruminer. Donc tous les vieux là vont être là. Et c'est les gens qui retiennent le pouvoir. On ne fait aucune ouverture. Ce qui est plus grave, c'est ça. C'est que les partis qui ont été exclus, comme l'UPC, comme le SDF, comme le MRC, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de ça. On va se retrouver toujours avec la même majorité obèse, avec la même inertie, avec les mêmes contradictions, avec la même paupérisation, avec les mêmes revendications. Donc, c'est un cycle. Et ça pose un problème éthique, moral. C'est pourquoi je dis que c'est impensable que les gens puissent laisser prospérer cela. Et le président de la République doit arrêter cela. Le président Paul Biya doit dire que non. Mais malheureusement, il ne sait même pas s'il a encore la parole. C'est scandaleux ce qui se passe. Mais il doit avoir la parole parce qu'il a sorti quelques notes pour donner des directives sur comment les régionales vont se dérouler dans quelques temps. Il a la parole. Bien que d'aucuns disent qu'il soit décédé, mais il signe des documents, il continue d'exercer en tant que chef d'État. Il est question maintenant qu'il se redimensionne. Il y a un éparpillement du champ politique et social. Il faut qu'il retrouve les fondamentaux d'une gestion qu'on dit étatique. L'esprit de l'État. Je sais qu'il a l'esprit d'un chef d'État. Mais je crois que c'est totalement pollué par cette dispersion des intérêts. Docteur Nké, sortons de cet entretien. Si aujourd'hui on vous appelle, ou bien vous arrivez, vous tombez sur une nomination, Docteur Nké, 4 à l'université de Yaoundé 1, allez-vous accepter ou pas? Je voulais vous dire... Peu importe le poste de responsabilité qu'on vous donne, si on vous donne une nomination, que ce soit à l'université ou dans le gouvernement camerounais, est-ce que vous allez accepter? En toute honnêteté. En toute honnêteté, le seul poste que je n'ai pas accepté maintenant, c'est le poste de ministre de l'enseignement supérieur. C'est ce que je mérite. Le reste, je leur ai interdit de me nommer. Catégoriquement. Oui. Vous voulez la tête de femme d'Ongo? Vous voulez prendre... Non, c'est pas sa tête, c'est que vous voulez prendre la je veux être ministre de l'enseignement supérieur. C'est ça que je veux. Et rien d'autre. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que qui ne s'avise pas des questions de nominer dans les cadres. Vraiment, qui comprennent que l'université, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle puisse faire décoller ce pays, a nécessairement besoin de l'autonomie. L'autonomie passe par l'élection. C'est eux, l'élection des responsables. Quand on est compétitif, quand on sait qu'on est en compétition, tu pourras donc réaliser la professionnalisation parce que c'est eux qui iront discuter avec les entreprises. J'ai mené une étude sur ça, sur 12 pays. Il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne, mais ils ne veulent même pas comprendre. Donc c'est ça qui me fait mal. D'accord, si on ne vous nomme pas ministre de l'enseignement supérieur, quand vous interdisez tout le monde de vous nommer. Je vous ai déjà répondu à ça. Merci infiniment. Merci docteur. C'est ici qu'on met un terme à cet entretien. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette autre émission de Focus sur Focus Média Afrique. Merci à l'équipe technique conduite par Eric Djanga. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Continuez de suivre l'actualité sur notre média. Et on se retrouve naturellement avec un focus sur notre prochain invité. À très vite.